me présente, je suis François Naud, directeur du projet de CIMA. Je suis accompagné ce soir de Claude Maillet, le directeur technique de CIMA. Bonsoir. On a aussi Mario Natchif qui fait mon disjockey ce soir. Mario va prendre la parole juste tantôt. On a invité aussi notre équipe de professionnels que présente PRA, Provencher-Roy Architecte. On a un associé ici, M. Geoffrion. Et Marius Bouchard qui a collaboré très étroitement à la rédaction du carnet de santé. En passant, on a laissé des copies des carnets de santé qui sont là, simplement pour consultation. C'est des bonnes briques, mais on va vous en faire une synthèse. Vous avez aussi chacun une copie de la présentation qu'on va vous passer. Aussi, dans du côté gauche de la pochette, vous avez le sommaire exécutif avec une compilation des coûts. Donc, le projet régiment de 5 pages, c'est vraiment le sommaire que dans ce document-là. On pensait qu'avec ça, vous aviez l'essentiel de ce qu'on va présenter. Comme M. Lépine le disait, on vous présente ça, il y a des questions. On va monter en haut. On va vous laisser regarder une minute ou deux. Puis en haut, on a exposé 5-6 photos. On aimerait ça vous en retenir encore en haut quelques minutes. Vous expliquer ce qui a été fait concrètement au chantier. Et puis ensuite, si vous voulez vous promener sur l'aire du chantier, là, ça sera possible. Donc, l'introduction est à faire. On présente les carnets de santé. Ensuite, on va parler de l'estimation des coûts de tous les travaux de rénovation qu'on a identifiés qui sont à faire. On va prioriser ces travaux-là dans une liste en venant par urgence. On va vous résumer les responsabilités qui ont été déléguées à CIMA. On va vous parler très brièvement de maîtrise d'œuvre. On va vous montrer ce qui est en cours. Et puis des échéanciers au moment où on se parle. Ensuite, ce sera suivi de la visite. Donc, les carnets de santé, en fait, les carnets de santé, c'est un diagnostic qu'on porte sur l'ensemble du bâtiment. Toutes les disciplines de CIMA ont été mises à contribution. Alors, on vous a mis une légende, c'est pas différent de ce qu'on voit sur les films. Quand c'est vert, tout va bien, c'est en bon état. En jaune, vous allez voir, c'est des choses qui sont à réparer. Et puis, quand c'est en rouge, c'est des problèmes majeurs à identifier. D'entrée de jeu, on vous fait un résumé du diagnostic du bâtiment de l'église ici. Il y a beaucoup de rouge. Donc, on s'est dit que c'était une bonne idée d'aller en profondeur, puis d'examiner quels étaient les éléments qui sont déficients. On va les passer un par un, mais déjà vous avez le résumé en image. Une des technologies intéressantes qui a été utilisée, Claude va vous en parler un peu plus, les architectes aussi. CIMA a une qui on fait un scan 3D. En fait, c'est des millions de photos qui sont prises à la grosseur d'un pixel et puis qui sont reproduites. Puis ça permet de prendre toutes les dimensions de la bâtisse, qui serait évidemment un exercice là, très exhaustif à venir tout mesurer, parce que la bâtisse datant de 1888, je pense. On ouvre les paris. On n'a pas les plans de construction, on a très peu d'informations. C'est très exhaustif d'aller tout mesurer. Avec ça, c'est assez incroyable ce qu'on réussit à faire. Vous allez voir dans les prochaines étapes ce qui s'est passé. Très Marius, ça a bien complété au niveau architecture, donc les principaux éléments. Alors, la première partie, avant de même commencer ça, moi je me sentirais plus à l'aise de faire un très court rappel historique. Tout le monde ici, je suis sûr, la majorité des gens savent quel est l'âge du bâtiment, etc. Moi, je veux juste faire le très. Alors, 1888, fondation de la paroisse. Il y a une chapelle qui est construite. Elle est utilisée jusqu'en 1903. En 1903, c'est le début de l'église telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et c'était destiné à être une cathédrale pour la paroisse Maisonneuve, la nouvelle paroisse Maisonneuve. Alors, ça explique, c'est ce qui démontre la raison pour laquelle on va faire une église qui est aussi grandiose que celle qu'on a ici. En 1903, donc, début de la construction, qui se termine vers 1906-1907. 1913 à 1915, il y a des vitraux qui nous arrivent, des vitraux de Limoges, qui arrivent pendant la période même de la guerre, et
c'est une anecdote qui sont arrivées un peu en secret, et ça a fait une espèce de petit scandale, parce qu'il y avait une espèce de moratoire sur l'utilisation du plomb pour d'autres fins que militaires. Et l'ordre Cavadan qui est arrivé en 1915, magnifique ordre. En 1930, et ça c'est important, peux-tu revenir peut-être à la photo où on voit l'église dans son ensemble? Alors ça, je pense que c'est quelque chose qui est peut-être moins connu. Les gens qui sont initiés au dossier, je la connais avant celle-là. Oui, c'est ça. Alors les gens qui sont initiés au projet le savent. Mais ce que la majorité des gens ne savent pas, c'est qu'il y a eu des transformations très importantes de l'Église depuis sa construction aux origines. Alors, les clochers qui étaient de forme très arrondie ont été remplacés par des clochers en flèche. Et tout ça, c'est arrivé vers 1930. Ici, à l'entrée principale de l'église, au portique principal, c'était deux autres portes semblables à celles qui sont là, qui étaient plutôt en forme de vie, qui ont été remplacées par une très grande porte et beaucoup plus haute. Et d'ailleurs, l'architecte Sawyer, qui a fait les croquis, a fait plusieurs esquisses. Et finalement, c'est celle-ci qui a été retenue. L'autre chose aussi, c'est que l'entrée de parvis, les marches arrivaient directement aux portes, comme ça se faisait souvent dans les églises de cette époque-là. On peut le voir encore même en dessous, dans la partie du parvis, dans le sous-sol. Et ça a été remplacé par un parvis beaucoup plus grandiose, avec trois grands emmarchements et des paliers successifs. Alors ça, je pense que c'est important de comprendre que l'Église comme telle a déjà subi des transformations importantes, mais ces transformations-là, ont été amenées vers 1930 et depuis, il n'y a vraiment pas eu de transformation importante sur l'Église. Vois-tu? Alors, nous, chez Provence-Chez-Roi, on a été mandatés pour le carnet de santé de la partie de l'enveloppe. Évidemment, toute la partie intérieure aussi est interreliée parce qu'on va voir des défectuosités sur l'enveloppe, emmener des dégradations dans la partie à l'intérieur. Par contre, comme vous allez le voir plus tard aussi, on va vous le dire, il y a on a décelé une présence d'amiante, de contamination fongique qui font que ce dossier-là a été traité séparément. Donc, nous, on s'est concentré strictement sur la partie de l'enveloppe. Alors, la toiture. La toiture, d'une façon générale, elle n'est pas en si mauvaise état que ça. Si vous regardez la toiture principale, elle est en relativement bon état. Il y a par contre des défectuosités majeures au croisé de transept, où ils se forment des barrages de glace importants. Et aussi, et vous avez vu qu'on a mis des protections temporaires. Il y a eu des travaux d'urgence qui ont été faits juste avant l'hiver dernier, au mois de novembre-décembre, pour protéger, parce que les barrages de glace ont fait qu'il y a de l'eau qui a pénétré dans les murs entre les collatéraux et la toiture principale et dans les murs d'ardoise. Il y a eu des réparations qui ont été faites. Ça ne tenait pas, évidemment, parce que c'est du Covid derrière. Donc ça, c'est des dégradations. Et on a une dégradation moins avancée, mais un peu similaire du côté est. Les problèmes au niveau de la toiture, donc au niveau des rejoints de la croisée, c'est-à-dire du transept et de la nef, il y a des formations de glace. Et donc, il y a eu aussi, probablement lors du verglas, mais aussi à d'autres moments, il y a eu des opérations de déglaçage importantes qui sont faites. Il y a des tôles qui ont été arrachées, il y a la toiture des collatéraux, là aussi, ont été endommagées parce qu'on met des gros morceaux de glace, des grosses pièces de glace qui étaient là. Il y a eu à un moment donné des clôtures, des barrières de neige qui étaient là. Pour une raison qu'on n'a pas su de façon exacte, mais elles ont été retirées. Quand elles ont été retirées, malheureusement, les trous des attaches ont été bloqués souvent avec des fils de bois. Alors, vous pouvez imaginer que ça n'a pas tenu le coup. Donc, il rentre de l'eau moins important que dans les parties, dans les croisées, mais tout le long ici, il y a des travaux, la toiture est endommagée. Alors, il y a aussi, donc les croisées, les bordures, et il y a des rencontres entre la toiture des collatéraux et les murs
les murs qui nous amènent vers la toiture principale. Vous allez voir tout à l'heure, l'ingénieur va vous parler des mouvements qui se sont amenés dans la structure, dans le bâtiment. Donc, il y a des joints ici qui sont complètement ouverts, qu'on a essayé de fermer le mieux possible là, juste avant la période de l'hiver. Mais il y a de l'eau qui rentre à plusieurs endroits dans ces joints, surtout du côté est et nord-est. Alors, les interventions qu'on recommande, OK, il y a un système de chauffage qui a été développé au Colorado et qui fonctionne. Alors, on a évidemment développé ces solutions-là avec des couvreurs spécialisés. Alors, il y a une partie, partout où il y a des lignes rouges, il y aurait sur 3 à 4 pieds de large le tôle qui est enlevé. Okay. On retourne jusqu'au comptage, on vérifie dans quel état il est. On installe le chauffage, on installe la membrane chauffante, et ensuite on vient refaire la toiture de cuivre dans ces endroits-là. On ne reprend pas toute la toiture de cuivre parce qu'elle est en relativement bon état pour l'âge qu'elle a. On n'aurait pas raison en fait de tout démolir ça. Alors oui, c'est possible, on peut vérifier, c'est possible de faire seulement les parties inférieures des toitures. Alors à ce moment-là, et quand on vient chauffer, il n'y aura plus de formation de glace qui va se faire là. Les parties vertes, évidemment, si on chauffe et qu'on envoie l'eau en bas, ça va jeter sur la toiture d'en bas. Ces toitures-là sont déjà très endommagées, les parties vertes. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va les refaire à neuf et on va installer le chauffage là aussi, en dessous de ces portions de toiture-là. De façon, à ce moment-là, on n'a pas de formation de glace en haut et on n'en a pas en bas. Et normalement, on devrait avoir, et c'est un système qui est très performant, qui est avec des contrôles intelligents, donc on ne chauffe pas toujours, ça chauffe uniquement quand c'est nécessaire, etc. La membrane, on peut la placer n'importe où, il n'y a aucune difficulté. Donc, c'est parce que ramener des clôtures de neige là-dessus, on revient à un problème qui existait et qu'on a essayé de s'en sortir. Donc, on a préféré aller dans une approche beaucoup plus technologiquement avancée et on pense que ça, et on est convaincu que ça, c'est la maçonnerie. Alors, la maçonnerie, évidemment, Claude Naillet, l'ingénieur, va vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans les murs de maçonnerie. On voit que les murs ont arqué. Okay. On voit qu'il y a eu un affaissement. Si vous regardez l'ogive, ici, l'ogive qui était parfaitement circulaire au départ, maintenant, il est devenu ovalisé. Il y a des joints importants qui se sont développés, les pointillés rouges ici, c'est des joints qui sont ouverts, donc il va falloir venir traiter. Maintenant, quand l'eau a rentré là-dedans, ça a attaqué la consistance, la cohésion interne de la maçonnerie. Donc, à plusieurs endroits, il va falloir nettoyer, il va enlever quelques pierres, débarrasser l'intérieur du sable, qui est le mortier qui est devenu maintenant du sable, et faire de l'injection. Alors, donc, les problèmes de la maçonnerie sont causés par des déplacements latéraux et un affaissement que je vais laisser Claude vous expliquer. Alors, qui fait que les murs, non, il y a eu depuis plusieurs rapports qui ont dit que les fondations, il y avait un affaissement des fondations. Les fondations, ça calait, comme on dit, le bâtiment calait. Les investigations avec le système 3D, le relevé 3D qu'on a fait, démontrent que ce n'est pas le cas. Et Claude va vous expliquer en beaucoup plus de détails qu'est-ce qui s'est passé exactement. Alors, affaissement, donc déplacement latéraux de maçonnerie, affaissement localisé, comme à l'ogive. Et évidemment, il y a eu des infiltrations d'eau au niveau des toits, des joints, des fenêtres, les joints n'ont pas été entretenus, c'est ouvert, donc l'eau en retardant. Il y a des murs bombés, on en a en particulier sur la rue des Jardins. On en a un autre aussi du côté est. Alors, ça, c'est des endroits où vraiment il y a eu des grandes pénétrations d'eau et ça s'est complètement délaminé à l'intérieur. Ça, c'est ce zone-là, je vais vous dire ce qu'on va faire. Il y a des allèges en pente inversée. Donc, évidemment, ça favorise l'eau, la pénétration d'eau. Et il y a des éléments de géométrie aussi. Tous les entablements, les corniches. Dans la stéréotomie classique, des pierres de corniche devraient avoir un petit relevé, de façon à ce que le joint ne soit pas à la jonction de la corniche et du mur. Ici, c'est pas comme ça. Donc, la corniche est très vulnérable parce qu'elle n'a pas le relevé, le petit relevé nécessaire. Alors, il y a de l'eau, évidemment, des endroits où ça a été, il y a eu des dommages, des infiltrations d'eau à certains endroits, surtout
surtout quand ces corniches-là aussi, à certains endroits, sont aussi en pente légèrement inversée. Évidemment, pollution atmosphérique. Vous avez toutes les zones qui sont en l'air ici, c'est des zones où la pierre a été affectée par la pollution atmosphérique, des formations de carbone. Alors là, évidemment, il va falloir intervenir. Ce n'est pas un problème de structure de la maçonnerie, mais c'est un problème d'entretien et aussi de remise en état. Alors, les causes, évidemment, de l'entretien. Il n'y a personne qui est à blâmer ici, mais c'est clair qu'il n'y a pas eu d'entretien sur le bâtiment qu'il aurait pu avoir. Alors, non seulement sur la façade principale, mais sur les façades secondaires, il y a eu des dommages qui se sont produits à cause de ça. Et il y a eu aussi des interventions inadéquates. On a fait beaucoup de repointage de maçonnerie avec des mortiers qui ne sont pas adéquats, qui sont beaucoup trop durs et qui ont amené même de la dégradation de pierre à certains endroits. Les interventions, il va y avoir une consolidation des murs qui sont en arcade avec des grands tirants, que je vais vous expliquer plus en détail, des tirants qu'on appelle de type Syntec. Il y a des secteurs qui sont à reconstruire. Les murs bombés ont déconstruit et on remonte. Là, on n'a pas le choix. C'est la seule façon, c'est le seul remède. Remplacement localisé de pierre. Vous voyez là, en rouge ici, là, les endroits où il y a des petits carrés comme ça, rouge avec le sang jaune, c'est des pierres à remplacer. Où il y a du noir, c'est des pierres à reconstruire. On va reconstruire les pierres en faisant des ancrages et avec des produits spécialisés. Les joints de mortier sont à refaire à beaucoup d'endroits. Sur la façade principale, nous, on dit c'est 100% qu'il faut refaire. Sur les façades secondaires, il y a des endroits où il n'y a presque rien, comme la partie haute la partie, c'est-à-dire du collatéral du côté est, la maçonnerie est en très bon état. On calcule que sur les autres façades, il y a au moins 20% de joints qui sont à refaire. La pollution, les pierres, on va boucharder les pierres, c'est la recommandation du maçon spécialisé avec qui on a travaillé. Les parois vidées à injecter, il va y avoir, et aussi quand on va injecter, on va faire aussi des ancrages intramuraux. Non seulement il va y avoir des grands ancrages pour entrer les parties qui sont en train d'arquer, mais le mur lui-même, on va faire des ancrages pour l'ancrer à la partie arrière une fois qu'on va faire l'injection. Et aux endroits où on a des entablements, on a prévu l'installation de soleil en acier inox. Pourquoi pas en cuivre? Parce que le cuivre, évidemment, se corrode, c'est-à-dire s'oxyde, et ça amène d'autres problèmes de tachage sur la façade. Alors, un acier inox, donc industriel, donc il n'est pas luisant, ça sort comme un gris du pierre. Et aussi, il y a les entrées latérales que vous avez vues, qui sont en très mauvais état. Il y a deux entrées. Celle du côté est est complètement tombée, vous allez voir, est à reconstruire. Et celle du côté ouest, évidemment, la toiture a été vandalisée. Les gens ont volé du cuivre. Donc, il va falloir être structurellement correct. Il faut refaire la toiture de cuivre. Ouais. Suivant. Alors, les portes, Alors, les portes, c'est des portes de relief. C'est portes et fenêtres. Portes et fenêtres, oui, il y a des fenêtres. Mais les portes, c'est des portes d'origine qui sont en relativement bon état. C'est en bois massif, peint. Elles sont vétustes. La raison, c'est évidemment une question d'entretien également. Donc, il va falloir les décaper, remplacer le vitrage brisé, refinir avec des teintures opaques ou des peintures à haute performance. Dégarnir tous les joints périphériques, refaire ces joints. Les portes du sol, c'est des portes qui ont été remplacées dans le temps, c'est des portes en acier de très mauvaise qualité, sont en mauvais état. Pour ça. Il faut les remplacer complètement. Suivant. Mais. Je l'ai pas. Tu veux dire la photo donc, générale? Tu l'as. Ok. Bon, les fenêtres, c'est un petit peu moins drôle. C'est un petit peu moins drôle. Pas qu'elles sont d'origine elles aussi, en bois et peint, mais peint, il faut le dire vite, parce qu'à la majorité des endroits, il n'y en a plus de peinture. Okay? Elles ont été exposées donc aux intempéries depuis peut-être des décennies sans qu'il y ait eu aucune intervention. Alors, grande vétusté, selon nous, mais récupérable.
Récupérable dans le sens que le bois, dans la majorité des cas, sauf quelques endroits où il y a de la pourriture évidente au niveau des allèges, juste au-dessus des allèges de pierre, le bois est en bon état. Donc, on va finir de décaper, on va le refinir. Les endroits où il y a de la pourriture, on peut, même sur des sections limitées, remplacer le bois. C'est un travail délicat, mais qui est faisable. Donc, on pense, nous, qu'elles sont récupérables. Les fenêtres qui nous inquiètent le plus, c'est celle du transept du côté est. Parce que là, il y a eu un mouvement de structure assez important. Qu'on pense est relativement stabilisé. Il y a des interventions, là, on va vous en parler, qui vont être faites pour s'assurer qu'il est stabilisé. Mais il y a eu des mouvements importants. Okay? Les fenêtres ont tenu le coup. Les vitraux ont été capables de recevoir les mouvements qui sont là. Ils tiennent le coup. Par la grâce de Dieu, sans doute. En tout cas, ça tient. Ça tient et il n'y a aucune indication que c'est stabilisé, que c'est pas correct. Alors, évidemment, la raison, même chose que pour les portes, des décennies où il n'y a pas eu d'entretien sur les fenêtres. Les fenêtres, c'est encore plus évident. Il n'y a même pas de peinture. Alors, il y a des joints ouverts, là, d'à peu près. Et on a fait, à l'automne dernier, on a fait des interventions d'urgence pour essayer de bloquer les joints les plus évidentes. Alors, les endroits où les joints étaient très gros, on avait mis des fourrures dans le cédant à la base pour être capable d'empêcher, de limiter la progression des dégradations. Remplacement du vitrage brisé, évidemment, refinition, dégarnissage, et là, c'est tous les joints. Alors, quand on parle d'une fenêtre ici, d'une grande fenêtre, par exemple, alors les vitraux qui sont devant les vitraux à l'extérieur. Quand on parle d'une grande fenêtre comme ça, on parle de 2 hommes qui vont travailler plusieurs jours à finir de nettoyer, décaper, réparer ce qui est à réparer, etc. Et des coûts très importants dans ces opérations-là, oui, c'est la main-d'œuvre, mais c'est des échafaudages. L'échafaudage dans lequel on est, parce que ce n'est pas nécessairement les mêmes échafaudages pour les gens qui vont faire la maçonnerie que ceux qui vont faire la correction des fenêtres. Ça ne se passe pas en même temps. Ce n'est pas une même équipe de travail. Ils ne peuvent pas travailler en même temps sur les mêmes échafaudages. Alors ça, c'est des coûts très importants dans l'ensemble des évaluations. Là? Marius, oui. C'était pour son revient. Peut-être que tu peux dire un mot sur le site extérieur. L'aménagement extérieur, ça, on disait. Oui, j'en parle tout à l'heure. Ah, ben c'était la photo. J'en parle tout à l'heure. J'en parle tout à l'heure. Je regarde mon coup de cœur. Alors, sécurité du bâtiment. On a eu une étude qui a été faite par une firme spécialisée en sécurité du bâtiment. Il n'y a pas de problème majeur parce que le bâtiment est giclé, le bâtiment peut être de construction combustible tel qu'il est. C'est surtout des problèmes de tissu où il y a des correctifs à apporter, de mains courantes qui ne sont pas suffisamment hautes. Ça, on n'aime pas trop ça parce que des belles mains courantes, disons, patrimoniales arrivées et commencer à venir les rehausser. C'est très délicat et difficile à faire sans visuellement et architecturalement affecter beaucoup la qualité esthétique de l'ouvrage. Alors, mais surtout, donc, au niveau des tissus, il y a des portes qui sont à modifier, par exemple, entre les vestibules qui mènent au clocher et au jubé et la nef. Il faut que ces portes-là aient une résistance au feu, qu'elles n'ont pas à l'heure actuelle, donc elles doivent être changées. Il y a des encloisonnements, par exemple, d'escalier qu'il y a derrière le cœur qui mène au jubé qui est là. Il faut qu'ils soient encloisonnés, il n'est pas. Mais ce n'est pas quand même des coûts si importants. La quincaillerie des portes de tissu est en général non conforme. Okay. Les cas, évidemment, vont évoluer. Donc, hauteur des garde-corps. Donc, accès sans obstacle. Nous, on y a accordé une certaine importance parce que, évidemment, au sous-sol ici, c'est relativement facile de faire un accès sans obstacle parce que la différence de niveau entre la rue Adam et à l'entrée de la rue Adam sur les côtés et le niveau du sous-sol est faible. Donc, on peut faire une rampe. Pour la nef principale, ça, c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus difficile. On a examiné la possibilité d'installer un petit ascenseur. Okay. Évidemment, c'est dans les plans. Évidemment, il va y avoir des priorités à établir un peu partout. Nous, on pense que c'est une chose, c'est un geste qui est important. Les
architecte, envers la population et envers la communauté. Si on veut que les gens reviennent, il faut que ce soit tous les gens qui puissent revenir, pas seulement ceux qui... Alors, bon. Donc, c'est pas obligatoire d'avoir un accès sans obstacle, mais on pense que c'est important. Thème suivant, fondation. Alors, les fondations, d'autres vont en parler, c'est pas un problème d'affaissement, selon nous, mais il y a quand même des pénétrations d'eau non négligeables à travers les murs de fondation, qui ont mené à de la dégradation des filets. Vous pourrez les voir sur les murs sur le côté ici, vous allez voir qu'on a fait le tour, qu'on a mis à la teinture rouge à tous les endroits où ça devrait être ouvert, puis refait parce qu'on pense que non seulement c'est dégradé architecturalement, mais aussi il y a de la contamination fongique à ces endroits-là. Alors, les plaques sont dégradées au sous-sol, c'est surtout évidemment au sous-sol, c'est les murs de fondation. Les joints de pierre, on va toucher les joints de pierre ici, puis on sent l'humidité. Donc c'est clair qu'il y a de l'eau qui entre. Et donc, il y a des infiltrations. Alors, le remède n'est pas simple. Ça ne peut pas se faire par l'intérieur. Il faut aller par l'extérieur, il faut creuser, il faut aller nettoyer les pierres, il faut remettre les joints en état, ensuite installer une membrane, installer un drain français extérieur, raccorder un réseau pluvial. Et là, rendre les liens, évidemment, le premier latéral, qui est une membrane qui permet d'avoir un bon drainage de l'eau jusqu'au drain français. Et un rendez-vous. C'est, disons, un peu un remède de cheval, mais c'est le seul remède. Donc, on va toujours continuer à avoir des infiltrations à travers le y a d'autres photos qui continuent? Non? Non. Bon, conclusion. Les travaux sur l'enveloppe, c'est important. C'est clair, vous l'avez vu. Vous allez le voir tout à l'heure avec les coûts qui ont été estimés. C'est des travaux qui sont importants. Nous, on pense, et non seulement on pense, on est convaincus que la réhabilitation des pays est réaliste et réalisable. C'est notre conclusion. Et c'est celle qu'on a transmise via le carnet de santé à l'archevêché, en tout cas en ce qui concerne la partie enveloppe et la partie dans les aspects de l'enveloppe du bâtiment. Évidemment, il y a eu des dommages à l'intérieur qui découlent des défectuosités que je vous ai décrites de l'enveloppe, qui ont fait l'objet d'une approche un peu alternative. Et les gens chez CIMA vont vous en parler tout à l'heure. Et vous allez voir qu'il y a des travaux même qui sont déjà en cours pour essayer d'amener à corriger ces aspects. Le dernier point, mon coup de cœur, moi je pense que si on fait une réhabilitation de l'église, il faut réhabiliter le site. Pour nous, pour moi, c'est excessivement important parce que c'est la carte de visite, c'est l'image. Et ça fait partie aussi, il n'y a pas juste le bâtiment, la pierre elle-même, qui fait partie du patrimoine, mais le site aussi, pour les éléments très important. Restauration du parvis. Okay. Restauration des lampadaires, des grands lampadaires sur le parvis, qui sont disponibles, qu'on a aussi dans le sol. Ils sont en mauvais état, mais on peut les a regardés, ils sont restaurables. Restauration et remplacement des parties qu'on n'a pas de clôture. On en a quelques sections en dessous du parvis. Installation donc des clôtures. Élimination d'asphalte aux endroits où ce n'est pas absolument nécessaire. Restauration des aires gazonnées. Autrement dit, ramener l'église visuellement et civiquement à ce qu'elle était au moment où elle était, disons, dans son âge d'or. Et on pense que ça, moi, en tout cas, je considère que c'est un élément primordial et qui devrait être dans les travaux même, peu importe ce qu'on va dire après, prioritaire. Je dis c'est bon le cas. Peut-être pour ajouter ce que Marius disait, on en a parlé ce midi. Et même moi, ce que je voyais, c'est que l'aménagement de la place, par exemple, devant l'église, le réaménagement, ça devient une place publique. Ça fait que ça crée un lien avec la communauté aussi. Je pense que l'aménagement du devant l'église est très important. Alors, moi, Claude Maillet, je suis ingénieur chez CIMA, ingénieur structure. C'est un peu moi qui ai la responsabilité de la coordination de l'ensemble des disciplines, nos amis architectes. Alors moi, je vais vous présenter un peu toutes les disciplines qui ont été couvertes là, en
génie. Structure, mécanique, électrique, environnement. On a eu des problèmes de moisissure, également d'amiante. Alors, je vais vous parler de tout ça. Je vais commencer par vous brosser un petit peu un tableau de la qualité ou de la réalité bâtie de cette église. Alors, on commence par ici, c'est une photo qui est prise dans la toiture, dans l'entretoit. Et vous voyez tout de suite, là, regardez la largeur du massif de pierre. Et ça, c'est l'endroit la plus étroite du massif de pierre, près des toitures. Alors, imaginez-vous, on a à peu près 2 pieds ou 60 cm là, de pierre, et ça va en s'élargissant là, à tous les 8 pieds dans le descendant. Ce qui fait qu'à la base, on se retrouve là, avec un 6 à 8 pieds de pierre. Alors, cette église-là est assise sur une masse de pierre importante. Ce qui fait que cette église-là a bien vieilli, on pourrait dire. Et par les scans 3D qu'on a fait, on a pu identifier à part ça que cette église-là, si elle s'est enfoncée égale. Il n'y a pas eu d'enfoncement différentiel. Alors, peut-être juste en profiter pour faire du minage sur le scan 3D. Là. Le scan 3D, c'est une chose intéressante. On voyait la belle image tout à l'heure au début. C'était une coupe, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'était une coupe à travers l'église. Alors, on a pris avec des caméras sur à peu près une douzaine de sites autour de l'église et à l'intérieur. On a pris des photos, ces photos-là, on a pris des centaines, même des milliers de photos en faisant un arc, et chaque pixel de photo est géoréférencé. Ce qui fait que l'ordinateur, après ça, recrée l'ensemble de l'image, mais en 3D. Ce qui fait que chaque surface, et ce sont des pixels, mais qui sont localisés dans l'espace. Alors ça nous permet après ça d'aller faire des mesures, des distances. Ça nous permet de vérifier des fissurations. Ça nous permet de vérifier les écartements des murs. On peut faire une tranche avec l'ordinateur. On tranche, par exemple, le bâtiment sur une tranche, par exemple, de 6 pouces. On extrait cette tranche-là, puis on peut voir la verticalité des murs. Parce que vous voyez comment là, c'est un outil extraordinaire qui a coûté 3 000 $, puis aller avec une grue, une journée, c'est 6 000 $. Juste pour donner une idée. Juste, puis là, alors, c'est un outil vraiment fameux. Alors, donc, je voulais vous montrer un peu ça ici. Et puis ça, on voit aussi les toitures avec les fermes qui sont faites en bois. Prochaine photo. Alors, c'est ça, bon, les fameuses fermes en bois qui sont faites en ciseaux. Ces fermes-là étaient trop faibles à l'origine. Étaient trop faibles. Alors, je vais vous montrer un petit peu après la réalité de ces choses-là. Il y a quelques poutres qui sont aussi qui sont entre chaque ferme, comme la toiture, des éléments secondaires qui sont faibles, surtout à la croisée des transepts. Il y a des longueurs, à cause de la diagonale, la poutre s'étire, puis il y a une faiblesse, puis il y a l'accumulation de glace. Il va y avoir des renforcements à faire sur certaines de ces poutres-là. Étonnamment, malgré qu'il y a eu des infiltrations d'eau au cours des âges, il y a des traces d'eau un peu partout, mais la structure n'est pas déficiente, n'a pas pourri. C'est sûrement parce que c'est quand même un endroit relativement aéré, qui n'a pas eu de croissance de moisissure avec le temps. Au sol, oui. Est-ce que c'est de l'amiante? J'y reviens. Si tu reviens à la photo, Mario. Ici, ça, c'est de la cellulose. Alors, c'est pas de l'amiante. Et ça, c'est l'isolant. Mais l'amiante, on va y revenir. Alors, donc, tout à l'heure, on était en haut dans l'entretoit et on avait une structure de bois pour la toiture. Mais ces fermes de bois-là viennent s'asseoir sur des poteaux d'acier qui sont ici encastrés, qui sont enveloppés par des plâtres. Ce ne sont pas des colonnes de marbre, ce sont des colonnes de plâtre peintes avec une colonne d'acier à l'intérieur. Alors, qui donne quand même une structure, c'est intéressant, ici, il y a un mariage de tous les matériaux structurels. Le bois, la pierre, l'acier et on le verra tout à l'heure, la dalle de béton du plancher, qui est à l'origine en bois. En 1930, 1960, ça a été changé pour une dalle de béton. Voilà. Alors, prochaine photo.
Alors, regardez ici, on a notre dalle de béton, ici, du plancher de la nef, qui est supporté par des arches de béton importantes, qui reposent sur des colonnes de béton aussi. Alors, vous voyez que cette église-là est faite d'un ensemble de matériaux qui fait qu'elle a quand même une certaine noblesse et pérennité, qui vieillit bien. Qui vieillit bien malgré quelques problèmes. On arrive au problème. Bon, alors, je voulais donner un petit peu, parler de l'histoire de ce bâtiment-là aussi. Les gens tout à l'heure, Marie a parlé d'un affaissement de la rosace principale avant. Les gens, au cours de l'histoire, ont été témoins de cet affaissement-là. Moi, j'imagine aussi que si les clochers ont été changés, ils étaient en pierre à l'époque, en maçonnerie, c'est probablement au fait qu'effectivement, il y avait un effondrement dans le centre de l'église. Alors, probablement que cette masse-là était trop importante aussi. Avec l'âge, on n'était pas là pour vérifier. Mais les gens d'époque, ce qu'ils ont fait, regardez, ils ont ajouté ici des poutres de béton sur la façade. Ça, c'est une poutre de béton. Et ils sont venus ancrer la maçonnerie sur cette poutre-là. Alors, comme ici, comme l'arche ici descend, une des solutions, au fond, c'était d'y mettre une poutre. Alors, ils ont intégré une poutre de béton, qui n'était pas une mauvaise idée, qui n'était pas vraiment une mauvaise idée, et qui vient, cette poutre de béton vient se prendre appui un peu plus loin sur le côté de la rosace. Et ils en ont profité pour, évidemment, ancrer la maçonnerie, parce que l'ensemble de cette chose-là, évidemment, descendait. Alors, ça a stabilisé le mouvement, et ça a fait la job, comme on dit. Même la cycle aujourd'hui, en tout cas, on ne touchera pas à ça pour l'instant. Parce qu'on a une masse de béton importante. Alors, voilà. On va l'utiliser. Elle est là, elle fonctionne. On la garde. Deuxième côté. Alors, bon, encore, on va parler d'histoire. On va parler de tous les défauts. Mais cette église-là, qui est faite avec des fermes en bois, en ciseaux, était trop faible. Alors, une ferme en ciseaux, le problème, c'est que le bas de la ferme, vous savez, une ferme typique en bois, comme on en voit, est barrée il y a un tirant dans le bas. Alors, les fermes ciseaux, on pense qu'on pouvait économiser en libérant l'arche de l'église, en n'ayant pas une portion inférieure, mais ça a ouvert. Alors, ça a ouvert de 2 à 3 pouces. Alors, les gens, en 1960, je pense, sont venus intégrer des tirants dans l'alignement de chacune des fermes principales de bois. Alors, ces tirants-là, ça a été une solution qui était vraiment bénéfique, a arrêté visiblement le mouvement de l'Église. Alors, ça a bougé de 2 à 3 pouces de l'extérieur de chaque côté, ce qui n'est pas rien quand même. Et cet écartement-là, évidemment, le fait de créer un petit affaissement de l'arche supérieure, a fait fissurer ces finis-là, parce que ça a étiré. Ça a fait déplacer les murs, alors ça a fait ouvrir les murs, comme Marius a expliqué, dans le bas des murs ici. Mais la situation s'est stabilisée avec ces travaux-là de l'époque. D'insérer, ici il manque le tirant, qui va jusqu'à l'autre côté, qui vient prendre l'ancrage. Regardez ici, on voit la pièce d'acier qui est à l'intérieur du toit, qui vient attraper le tirant qui est ici. Là. Cette pièce de métal-là, c'est celle-là ici. Alors, ces travaux-là ont été bien exécutés. Nous, on les a bien inspectés. On voit qu'ils font encore leur travail et qu'ils ne nécessitent pas d'être touchés. Alors, on va conserver les choses comme elles sont. Alors, à travers le scan 3D, comme je vous ai expliqué, on a pu extraire des portions de l'église, vous voyez. Alors, ça ici, c'est les débuts de l'arche, ici. Là. Alors, on peut voir ici le déplacement là, de la colonne. Regardez, on a mesuré 55 mm, 2 pouces. Mais là, voyez-vous, on est quand même juste à la moitié de la hauteur, parce que les tirants sont à peu près ici. Donc, là, cet écartement-là augmente en montant. D'accord? Prochaine photo.
Alors ici, j'ai fait un extrait là, du scan 3D de la portion avant. Alors ici, on voit bien là, l'effondrement de l'arche. Okay, regardez, on a jusqu'à 8 pouces d'effondrement et on a un écartement équivalent sur les côtés. Alors ce mouvement-là, évidemment, a des conséquences. Premièrement, les gens, ça fait peur aux gens. Regardez, on voit bien le V ici de la neige au-dessus de la fenêtre. Alors, ça a fait dire à certaines personnes, à l'époque, qu'il y avait un effondrement des fondations. Alors, ce n'est pas un enfoncement des fondations. Oui, il y a un mouvement, comme le laisserait croire un enfoncement des fondations, mais c'est l'écrasement de la rosace. On a vérifié plus bas, à des niveaux plus bas, voyez-vous, le mouvement en V ici est très net. Si on prend, on a mesuré là, le différentiel d'élévation de plusieurs points plus bas et on a une belle ligne droite. Alors donc, ça n'a pas bougé. Une chose qui est importante ici à comprendre aussi, quand on a un effondrement comme ça, ici vertical, alors ceci crée des bielles de compression chaque côté ici, là, comme une arche romaine, là, ça pousse ça sur les côtés. Alors ça crée des mouvements vers l'extérieur, je vais vous montrer plus loin. Mais regardez ici, on a pu voir le fait, encore une fois, que ici c'est enfoncé, ce pilace-là s'est déplacé légèrement vers l'intérieur, et la même chose pour le photo. Prochaine photo, diapo. Alors ici, on voit l'ensemble de l'église, on voit avec les petites flèches ici le mouvement vers le bas de la rosace. Ce mouvement-là crée des poussées latérales sur la pierre. Tout ça ne se fait pas. On a mesuré d'ailleurs que par rapport à l'original, il y a eu un déplacement ici jusqu'à 8 pouces aussi. C'est énorme, on peut dire. Alors ça ici, ça a créé un mouvement vers l'extérieur qui a fait bomber ici le contrefort. Merci. Qui a fait bomber le contrefort. Et ça de façon symétrique, des deux côtés. Pas tout à fait du même ordre de grandeur. Alors, donc ça explique, grosso modo, l'ensemble du mouvement, la problématique structurale et de la pierre, parce qu'ici, c'est vraiment un immense mur de pierre avec une surface de pierre de taille qui est en fronton de ça. Mais tout ce beau monde-là a le même problème. Alors, on peut dire que le mur structural de pierre ici a un problème. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va introduire des tirants de bord en bord sur deux niveaux, ici, de l'église pour venir équilibrer les forces d'écartement. À l'époque, ils avaient mis la fameuse poutre de béton que je vous ai parlé ici. Il y en a même mis une plus bas ici. Hélas, ça ne se rend pas jusqu'au bout et ça ne stoppe pas ces effets là, que je vous ai dit de bielle de compression là, qui poussent vers l'extérieur. Mais c'est vrai que ça réglait le problème d'enfoncement ici localisé dû à la rosace. Alors ici, on ne le voit pas, mais tous ces fenêtres-là sont bloquées par une poutre de béton. Alors ça résume un peu la problématique de la façade. Alors, ce que je vous ai montré tout à l'heure, là je suis à peu près à mi-hauteur, on voit que les efforts, je vous dis la bielle de compression qui pousse vers l'extérieur, on voit ici des fissurations verticales qui témoignent de ce mouvement-là vers l'extérieur. En haut de ces fenêtres-là, ici, c'est dommage, je n'ai pas mis la photo dans le diapo, je pense. On voit très nettement dans le haut de ces fenêtres-là une fissure là, dans toute l'épaisseur de la fenêtre, dans le haut, dans l'arcade. Alors, qui témoigne encore une fois de ce mouvement. Ici, le contrefort, ici, ça c'est le contrefort. Alors, on voit ici la fissure, quand je vous ai expliqué qu'il bombait, mais évidemment, ça a eu des conséquences sur la fissuration de ce contrefort. Alors, nous, on va introduire là, des tirants dans ces contreforts-là et dans toute la façade. Ça va nous permettre de limiter les travaux sur la réhabilitation là, de ce contrefort-là. On ne le défera pas de haut en bas. On va faire des travaux importants localement, là où c'est le pire, mais on ne refera pas l'ensemble du contrefort. On va vivre avec le bombement de notre côté. Parce qu'au fond, d'avoir corrigé le bombement qu'on a sur le contrefort n'aurait pas réglé le problème. Il faut attaquer le problème, et après ça, on peut.
après ça, on vit avec cette réalité-là, que le mur a bombé. On a exactement la même réalité, mouvement dans le bout du transept est. Cette rosace-là s'est effondrée aussi. Celle de l'autre côté a résisté, grâce à Dieu. Mais ici, les gens de l'époque pensaient bien faire en mettant ces espèces d'équilibrateurs-là de force. Mais hélas, ça ne servait pas à grand-chose parce qu'en fait, à l'œil, quand on voit, parce qu'ici, effectivement, on voit que c'est arché, ces pilastres sont archés. Alors, on a l'impression que ça veut entrer dans l'intérieur. Mais, prochaine photo, Mario, quand on regarde avec le scan 3D, ce qu'on voit, c'est que ces pilastres-là, en fait, font un arc, mais en sortant vers l'extérieur. Alors, ici, ça n'a... Alors, l'œil, ici, quand on regarde à l'œil, c'est trompeur. On pense qu'à cause qu'il y a un arc, que c'est arqué vers l'intérieur. C'est pas arqué vers l'intérieur, c'est arqué dans le haut. Ça sort dans le haut. Tout ça encore pour la même problématique de la rosace qui s'effondre. Mais ici, il y a un deuxième problème, c'est qu'il n'a pas été mis de tirant dans la partie du transept. Il y a eu un tirant de mis, mais c'est un tirant, encore une fois, qui a été mis en diagramme, en V comme ça, qui est le même problème qu'on avait avec les haches en ciseaux. On met des tirants en V, mais le mouvement continue. Alors, probablement qu'ici, ça va être encore une fois, c'est de mettre des tirants, introduire vraiment un ancrage bord à bord pour équilibrer les forces, mais c'est probablement aussi d'ajouter un tirant à l'intérieur. Alors, vous voyez ici, dans le démouvement, jusqu'à 6 pouces, de 14 cm, 15 cm de la façade. Alors, c'est intéressant parce qu'à l'œil, on a vraiment l'impression, je me répète, là, mais que tout ça rentre à l'intérieur. Puis là, quand on fait les choses avec le scan 3D, on a une confirmation comme ça. Alors, ça, c'était pour la structure, ça fait le tour. On a parlé des fondations tout à l'heure. Moi aussi, je suis d'accord avec Marius d'aller faire l'imperméabilisation des murs de fondation pour limiter l'intrusion d'eau. On a vu que ce massif de pierre-là est relativement en bon état. C'est sûr qu'il va y avoir des injections de fait localement, là où il y a eu des fissures, évidemment. Mais on a quand même quelque chose d'assez bon entre les mains. Alors, je peux vous dire aussi la structure des clochers qui est en bois est dans un très bon état. Ça a été fait, ça a été capé de cuivre et c'est dans un très très bon état. Le cuivre a vraiment résisté avec le temps. Et il a eu une étanchéité assez exemplaire. Oui. Oui, la base des clochers. La base des clochers. C'est vrai qu'on n'est pas entré dans la partie supérieure. C'est vrai, on n'est pas entré dans la partie supérieure du clocher, ce qu'on va faire l'été prochain. Alors, mécanique du bâtiment. Mécanique, on présente l'amiante dans les codes de mécanique. On parlait d'amiante tout à l'heure, c'est sûr pour les nautiques. La loi au Québec aujourd'hui ne nous permet pas de laisser ça comme ça. Il faut faire ça. Prochaine photo. C'est sûr qu'il y a de la vétusté au niveau là, des équipements sanitaires qu'on va changer avec l'aménagement du sol. On a une très mauvaise ventilation actuellement, c'est pas le très mauvaise. Ça ne remplit pas les exigences actuelles du code, ça va être modifié également. Ventilation, par exemple, de sa mécanique également va être modifiée, va être ajoutée. Alors, bon, c'est ça. Prochaine photo. Le chauffage à l'eau avec des chaudières chauffées au gaz naturel qui sont en bon état, mais qui méritent une attention particulière. On va falloir probablement les changer dans un avenir rapproché. Il faut les suivre parce qu'ils n'ont pas assez, disons, leur vie utile, on pourrait dire, mais ils sont encore en bon état. Alors, c'est sûr qu'on va. Il s'agit de les avoir à l'œil et de faire les travaux au bon moment. Prochaine photo. Ici, on a un très bon système de giclage. Je ne sais pas en quelle année ça a été mis, mais c'est un bon équipement qui fonctionne trop bien. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Et qui a juste un problème, là, il n'y a pas de valve anti-refoulement pour l'eau. Ça va être modifié. Système électrique, ça c'est plus grave.
Ici, dans la toiture, c'est vrai qu'il y a eu des travaux de fait, des refilages pour certains éclairages de fait, mais ce filage-là qui passe dans les conduites est complètement passé âge. C'est très dangereux de vivre avec ce filage-là qui est fait avec une gaine de papier au fond. Et qui, aussitôt qu'on le touche, c'est désagrège, il y a danger de feu. Alors ça, on recommande de faire une modification complète du filage. Cependant, il y a des conduits partout là, dans l'église. Alors c'est une chose qui se fait relativement aisément, à cause que ça a été bien fait. Alors, travaux d'amiante. Je vais faire passer le tableau complet de l'amiante, parce que j'ai juste une slide. Alors, il y a les coudes de mécanique qu'il faut refaire. C'est comme on touche à la mécanique dans la chambre mécanique qu'il faut faire ça. On a de l'amiante dans tous les plafonds de l'église. Tous les finis. Vous savez que cette église-là est une église magnifique parce qu'on a des toiles, toutes les surfaces de l'église, l'intérieur de l'église, sont des toiles. La majorité des surfaces. Des toiles peintes, ce qui en fait un chef-d'œuvre. Mais ce qui est le support arrière de ces toiles-là, c'est du plâtre sur latte. Et à cette époque-là, en 1930, entre les années 30 et 60, un bon plâtre c'était fait avec de l'amiante. Alors il y en a à la grandeur. Et comme on a identifié plusieurs, on y reviendra avec le fil intérieur, là, mais plusieurs dégradations dans l'église dues à l'intrusion d'eau, il y a plusieurs retouches à faire sur le plâtre. On est en train de faire ces travaux-là, on va vous en parler plus ce soir. Mais il faut y aller avec, selon les règles de l'art. C'est la réglementation gouvernementale, provinciale est sévère, même au Canada et aux États-Unis. Il faut prendre des mesures assez sévères. Il ne s'agit pas d'enlever toute l'amiante dans l'église, mais là où il faut faire des travaux de réfection, on est obligé de faire ça avec moi je trouve avec des méthodologies assez sévères. À mon goût, en tout cas. Mario ne dirait pas ça. C'est ma faute à moi. Non, mais c'est le responsable santé et sécurité. Ah, bon, c'est pour ça. OK, alors ici, on a aussi, dans le sous-sol, on a de la floculation, l'espèce de matériaux isolants, acoustiques, etc., qui a été giclé sur le plafond du béton, sur le plafond du sous-sol, puis la dalle de béton, le dessus de la dalle de béton. Ici, il y en a pas. Oui, il y en a même ici. Alors, c'était un beau matériau, là, avec la colle, puis de cellulose, puis de l'amiante. Tu giclais ça, puis ça collait là, puis c'était une merveille. C'était même contre le feu. Mais aujourd'hui, ben, c'est interdit. Tant qu'on ne touche pas, il n'y a pas de problème, mais c'est ça. Comme on fait ici la réhabilitation, la rénovation du. Non, c'est juste pour que tout le monde parte en cours. Oui, ça change. C'est un bon commentaire. Alors, c'est ça. Il y a quelques plantes, il y a quelques gypses aussi qui ont de l'amiante dans tout ça, mais ce n'est pas la majorité des gypses. Alors, voici pour l'amiante. On a aussi, je pense, la prochaine diapo, c'est-tu contamination fongique. Alors, on a eu des problèmes de contamination fongique. Dans la nef, en haut, il y a peu de. Même s'il y a eu des intrusions d'eau, il y a de l'eau qui est rentrée. Il y a peu de contamination fongique. Il y a peu de moisissure dans le bois, tout ça. Même si souvent le bois est très noirci, dû à l'intrusion d'eau, il y a peu de moisissure. Cependant, il y a eu, comme l'église est fermée depuis 5 ans, la température n'était pas assez élevée, il y a eu quand même de la moisissure qui a progressé sur certaines toiles. Mais seulement qu'avec le nettoyage, là, avec les bons produits, on va pouvoir régler la situation. C'est toujours d'être pompé, hein, c'est ça. Bon. Au sous-sol, ça c'est un peu plus grave. Là, on a eu des intrusions d'eau plus sévères, il y a eu des bris de conduite. Là, on a hélas, des attaques à faire un peu plus fortes pour éliminer. Ici, on voit toute la progression des champignons sur des poutres de béton. Au sol, là, dû à bris de conduite de plomberie, il y avait même, moi, la première fois que je suis venu, il y avait un champignon. Non. Un champignon. Alors, il y a un peu de moisissure
structure qu'il faut. En fait, c'est le même plancher qu'on parle ici, mais qu'il va falloir localement refaire. C'est pas, encore une fois, c'est localisé, c'est pas général, bien qu'il y ait certaines surfaces, il y a plusieurs surfaces au sol qui devront être nettoyées. Next. OK, alors, fini intérieur. Je vais en dire un mot, puis si j'en ai pas assez dit, Marius, tu veux. Alors, ici, on est au croisé du transept, et on voit bien les tirants. Et l'église a été formée pendant 5 ans. Je ne sais pas l'année exacte que c'est arrivé. C'est quoi l'année du bris de la conduite? C'est l'année passée, 2012. Alors en 2012, pour une raison ou pour une autre, là, il y avait. Vous savez, ici, c'est un système de gicleurs réaction qu'on appelle. C'est que quand les gicleurs les conduits sont dans l'entre-plafond, où il fait froid, ça gèle en haut, là c'est à l'air pour pas que l'eau gèle. Alors, quand une tête de gicleur détecte le feu, alors là, il y a une libération de la pression d'air dans les conduites qui est faite, les systèmes de gicleur partent. Hélas, il y a eu, au fil des ans, probablement de la condensation dans certains tuyaux. Sinon, on dit que c'est peut-être aussi le fait qu'il y avait une pente inversée, puis quand il y a eu une vérification du système en le mettant plein d'eau, il y a eu un coude que l'eau est restée dedans. Alors, ce coude a fini par geler et il était mal placé, ce petit coude-là. Il était exactement au centre et il a fait effondrer le centre de l'église. Et lui, là, à lui seul, il a créé plus de problèmes que tous les problèmes qu'on rencontre dans les filets intérieurs de l'église. Alors là, on est en train de faire des travaux extensifs pour réparer la fissuration qu'on a observée, l'intrusion d'eau à plusieurs endroits ailleurs dans l'église. Mais lui, là, à lui seul, a créé beaucoup plus de problèmes en faisant effondrer le centre, en détrempant les ogives, là, les arcades, et aussi en détrempant aussi les coins, les pilastres. L'eau, en fait, a descendu tout le long de chacune des arcades, les 4 points de la croisée. Et c'est allé endommager tous les chapiteaux que vous allez voir tout à l'heure, les chapiteaux 4 points ont été endommagés. Et c'est dommage parce que sinon, ça serait absolument intact. Il n'y a pas eu de problème de toiture comme tel dans ce secteur-là. C'est uniquement l'incident du gicleur, la peste du gicleur qui était évidemment. Et la toile, ici, il y avait le fer éternel, il y avait une belle peinture du père qui s'est effondrée et évidemment, il y avait, tout ça est en plâtre aussi, tout ça s'est effondré. On est venu le replacer ici, une toile de sécurité, vous allez la voir tout à l'heure quand on va aller en haut, pour, évidemment, il y avait encore des pièces instables qui mettaient en danger les travailleurs. Voilà. Alors, on voit bien ici, vous voyez, les morceaux de plâtre qui sont instables. On voit ici les toiles un peu aussi qui ont été affectées par l'intrusion d'eau. Et c'est pas des petites moulures. C'est ça, là. C'est des pièces, là, il y avait des pièces de 100 livres là, qui tombaient. Bang, le plâtre. Comme ça, ici, là, juste ce morceau-là, là, ça doit peser 50-60 livres. Quand ça tombe de 70 pieds de haut, OK, déjà. Alors, ici, on a quelques photos là, des travaux qu'on est en train de faire actuellement à l'intérieur. On voit bien ici, on est toutes isolés contre la propagation, parce qu'il y a de l'amiante, on est dans les arches ici là, qui sont en plâtre. Alors, on est en train de réfectionner ces arches-là. Ils sont en plâtre, mais après, c'est des toiles. Puis, peut-être, François, que tu parles un peu de la procédure qui est Merci, Claude. En fait, il faut mentionner qu'avec les fissurations qu'il y avait dans le bâtisse, il y avait des plâtres, il y avait des fissures, donc on était allé réparer ça. Et puis, comme il a expliqué aussi que le plâtre dans cette année-là contenait de l'amiante, le problème avec l'amiante, comme l'amiante qui est dessous de la plafond, il peut rester là tant qu'on ne touche pas, tant qu'il n'y a pas de travaux, personne ne vient frotter là-dessus, il n'y a pas de danger, vous n'en respirez pas, ça ne va pas contaminer. C'est quand on se met à manipuler ces matériaux-là. Évidemment, les gens, les compagnies spécialisées qu'on a qui viennent réparer le plâtre, ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent avec des tout petits grinders, c'est de précision, puis là où le plâtre est en train de se désagrégé, ils viennent avec des petits outils, puis ils se mettent à tout fragmenter ça en morceaux. C'est sûr que là, l'amiante est dans l'air. Vous allez voir tantôt, les gens doivent se mettre des masques, qu'on vérifie aussi quotidiennement la qualité de l'air. Tout l'endroit a été encapsulé, c'est pour ça que vous voyez les toiles oranges. Vous allez voir tantôt, là, on va monter, c'est assez impressionnant.
Il y a des ventilateurs qui maintiennent ça sous vide aussi. Donc, c'est toutes les procédures qui sont exigées par la CSST pour que quand les travailleurs vont manipuler ça, qu'ils ne soient pas atteints de fibres. Le problème, c'est d'aspirer ces fibres-là. Il y a d'autres façons, comme les plafonds pour être ici, ça pourrait être confiné. D'ailleurs, l'amiante qui est ici n'est pas problématique. On pourrait venir mettre une toile acoustique comme on a dans des plafonds suspendus, puis juste venir le couvrir, puis changer de l'eau. Puis jamais, il n'y aura aucun risque que l'amiante ait contaminé l'espace. Alors, c'est toutes les 5 photos que vous avez là, c'est tout l'aménagement qui a été fait. Là, juste en soi, ça a pris pas loin d'un mois s'installer avant que les gars de table puissent commencer à travailler. Ceci dit, la méthode qu'on a prise, ça fait qu'après, ça va très très vite. Parce que, étant donné qu'ils sont sous vide, qu'ils ont les masques et tout est nettoyé au fur et à mesure, c'est aspiré. Juste préciser que certaines méthodes à risque élevé. C'est juste un. C'est le plus sévère. C'est ça, c'est le plus sévère demandé par la Il y a à loi. peu près juste 3 employés qui vont là pendant les quarts de travail. Ensuite, quand c'est fini, qu'ils ont fini de commander tout ça, mais là, on laisse reposer. Puis une fois que c'est tout filtré, là, quelqu'un peut aller visiter, on contrôle, vérifier qu'est-ce qu'on fait dans la journée, prendre les photos pour le lendemain. Mais pendant qu'ils travaillent, c'est sûr que c'est pas un endroit. Et puis, ça ressemble à ça. Quand ils sortent de là, vous allez le voir en haut, ils descendent tout l'escalier, tout aussi encapsulé avec des toiles oranges. Ils sortent en bas, ils enlèvent leurs vêtements, ils prennent une douche, ils sont toujours encapsulés. Ils se rhabillent de l'autre côté, puis quand ils sortent, là, ils sont dans l'air, comme ici. Donc, toute cette zone-là est protégée, contrôlée. C'est ce qu'on est obligé de faire. Ça, c'est le ventilateur qui met ça sous vide aussi. Ça, c'est un exemple de travailleur. En fait, je crois que c'est la dame qui est venue inspecter la toile pour vérifier l'état des toiles. Mais c'est un taille-bec, comme il m'appelle un taille-bec, donc c'est un. Par-dessus. Une enveloppe hermétique là, qui vient un aurore. Ils viennent, donc, ils sont de 20 ans, ils ont un masque avec des cartouches et puis des gants. Donc, chapeau à ceux qui passent 8 heures par jour là-dedans. Et avec toutes les précautions que vous avez prises, ce monde-là, ils n'ont plus accès aux martyrs. On s'excuse. Ils ont dû suivre des cours adéquats aussi de monteur de formation sur l'amiante. Mais là, on passe à l'étape budgétaire. Tout ce que Marius et Claude ont trouvé, il y a des gens d'environnement aussi, avec toutes les disciplines là, qui ont été interpellées bien là-dessus. Ils sont arrivés à faire une estimation de tous les coûts pour remettre à niveau le bâtiment. Ici, juste pour vous dire qu'il y a différentes sortes d'estimations. Évidemment, ce qu'on a fait, c'est des études. On n'a pas fait de plan, on n'a pas fait de devis, on n'est pas allé, on n'a pas fait de conception, comment refaire ces travaux-là. Donc, c'est vraiment, c'est le médecin là, qui prend un rayon X, qui regarde et qui nous donne son évaluation. Alors, on parle d'une estimation de classe D, on dit de 20 à 100 grosso modo, on dit plus ou moins 50 Si on dit 100 ça peut être finalement entre 50 et 150 parce qu'on n'est pas allé plus loin. Alors ici, vous l'avez par spécialité, si vous voulez. Ce qu'on a demandé à chacun de nos gens, c'est de nous dire, là, dans un monde idéal, qu'est-ce qu'on devrait faire absolument dans la première année versus qu'est-ce qui devrait être fait sur une horizon de 5 ans. Alors, on ne donne pas tout le détail, mais bon, pour une structure, il y en aurait pour 300 000 environ pour cette année, mais il y aurait un autre 160 à faire plus tard. Évidemment mécanique, évidemment électrique. On disait l'électricité, c'est quelque chose qui serait à faire. Nous allons voir, tantôt, on a fait une autre liste. En environnement, c'est l'histoire de l'amiante et la contamination fongique et du sous-sol. En architecture, évidemment, il y en a beaucoup. On parle de toiture. Une toiture en cuivre, même si on n'en fait pas toutes, ça monte très vite, là, en centaines de milliers de dollars. Et la maçonnerie, tout ce qui est la pierre, ça coûte très très cher. Donc, ce qu'on regarde, c'est. Et les échafaudages. Et les échafaudages. Et puis, ce qu'on nous expliquait, c'est que la maçonnerie, de toute façon, même si on avait tous les budgets disponibles, c'est pas quelque chose qu'on attaque les 4 murs de front. Là. On fait le mur qui est le plus prioritaire de l'année. La deuxième année, l'équipe se déplace parce qu'ils n'ont pas la main-d'œuvre pour tout attaquer ça d'un coup. Sur les hivers, donc un sous-total, les contingences, compte tenu qu'on vous dit que c'est plus ou moins 50 on vous dit tous de mettre un 20 tout de suite, puis il y a tous les horaires professionnels d'architecture, d'ingénierie, de gestion, puis de construction.
Donc, vite fait, on arrive autour de 4 millions, puis dans un monde idéal, si on a fait dans une première année, puis il y aurait un autre 2,5 millions à faire dans les 4 prochaines années, pour un total d'environ 6,5 millions. Qu'est-ce qui a déjà été fait depuis? Parce qu'on vous expliquait qu'on a été mandaté en fait en septembre l'année passée. Tout de suite, il y a eu des études préparatoires qui ont été mises en place pour voir qu'est-ce qui devait être fait avant l'hiver, parce qu'on avait comme 2 mois devant nous, là. Puis il fallait fermer les intrusions d'eau et tout. Donc, il y a eu des locations de nacelles, des locations de grues pour aller inspecter les clochers, inspecter les toitures. Comme Claude disait, ça va être très vite, là. Une grue pour aller sur le clocher, c'est 6 $ par jour. Alors, on essaye d'être pareil, de ne pas en abuser. Donc, vous allez monter les travaux, les carnets de santé, c'est toutes les études qui ont été faites, les analyses de laboratoire pour l'amiante, tout ça qui a été mis là-dedans. Et puis en construction, ça c'est en date du 25 avril. Donc notre plâtrier a commencé, ça fait environ 2 mois, là, parce qu'il y a eu toute l'installation du chafaudage, le volet pour l'amiante. Là, les équipes commencent vraiment à dépasser l'amiante et à réparer le nouveau plan. Comme je disais tantôt, dans un monde idéal, on partirait, on fait tous ces travaux-là. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait le cas. Donc, ce qu'on s'est donné, c'est des priorités. Donc, la toiture, c'est sûr qu'il faut l'attaquer. Hein, si on commence par le haut, on empêche l'autre d'entrer, on a des chances de minimiser les problèmes. Puis si on répare du plâtre, on n'empêche pas l'autre d'entrer, ça ne donne rien de réparer le plâtre parce que ça va être recommencé. Donc, la toiture, c'est sûr qu'il faut faire quelque chose cette année, ou du moins une partie. Aussi de la contamination fongique, le sous-sol, on en parlait tantôt, les l'amiante, l'électricité. Les filets intérieurs, c'est déjà commencé dans le haut. Maçonnerie, certains éléments de maçonnerie, c'est pas, on voyait tantôt qu'il y en avait pour au-dessus d'1 million, mais il y a certains éléments en structure. Il n'y a pas de date là-dedans, c'est par priorité. On parle de sécurité, on en a parlé tantôt. Puis il y a un autre projet qui est parallèle, je vous en parler un petit peu plus tantôt, mais tout le réaménagement du sol, c'est un projet qui est comme conjoint, mais qu'on veut faire déjà, c'est déjà amorcé en fait, qu'on veut faire cette année. Donc il y a 1,4 million ici qui se rajoute aux autres travaux que vous avez vus, pour un total de 4 millions cette année là, qui serait l'objectif visé. Tout ce qui a été mandaté à CIMA, l'équipe CIMA, donc ça inclut les architectes et d'autres professionnels aussi, les laboratoires et d'autres gens. Donc, ce sont des études professionnelles. Le carnet de santé en est la première étape. Ensuite, il y aurait des plans de devis, puis après, des études un petit peu plus approfondies, puis des plans de devis préliminaires pour aller faire des travaux de construction. Et tout l'aspect gestion de projet, dont moi je m'occupe. La gérance de construction. La gérance de construction, c'est une notion que les gens sont plus ou moins familiers. C'est que si dans un monde idéal, on avait 6 millions de travaux, puis on avait les sommes pour commencer tout de suite, on se dirait, on règle tous les problèmes dans un coup, comme quand on fait un nouvel hôpital, une nouvelle école, qu'on part de zéro. Donc, on fait des plans et devis, on demande au client qu'est-ce qu'il a besoin, on lui fait des plans et devis, on monte tout ça, on demande à l'entrepreneur général de soumissionner, en fait, on prend soumission pour avoir plusieurs prix d'entrepreneur général, puis on fait des travaux de A à Z. Quand tout est fini, on remet le bâtiment au client et puis on fait une inauguration officielle et tout le monde est content. Quand on n'a pas tous les fonds disponibles aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, c'est comme on disait tantôt, c'est de prioriser quels travaux doivent être faits en premier. Puis il faut être très flexible, autant de notre côté que les architectes, les entrepreneurs. C'est là que la gérance de construction arrive en une compte, c'est qu'on divise tous les travaux qu'on en fait en lots parallèles qui peuvent se faire un après l'autre, ou un en même temps que l'autre, ou un qui commence, puis 2 mois après, on commence l'autre lot. Donc on pourrait commencer une portion de toiture, on pourrait attaquer la façade de maçonnerie. Vous voyez qu'on est déjà en train de faire le plâtre à l'intérieur. Donc, c'est toute une autre gestion. Ce n'est pas un entrepreneur général, mais c'est CIMA qui est mandaté de gérer un lot par-ci, un lot par-là. Et à mesure que les fonds deviennent disponibles, on retourne voir notre liste de priorités. On dit, oups, aussi on a un projet parallèle qui est le sous-sol. On va aménager de façon indépendante à la toiture. Donc, c'est une autre structure, c'est une autre façon de faire. Comme je disais tantôt, c'est pas comme si on part d'un projet à neuf, puis qu'on part de A à Z, puis qu'on fait tout, qu'on se donne, disons, 1 an ou 2 ans de travaux, puis à la fin, tout est fini. Là, on va suivre l'archevêché, on va suivre notre client, on va suivre les disponibilités financières, on va suivre les demandes, puis nous, en tant que bon père de famille, on part des travaux les plus urgents, puis on va les décliner un après l'autre. Alors, c'est tout un autre contexte de méthode de gestion de construction. Ça implique aussi la maîtrise d'œuvre. Je vais inviter Mario tantôt à nous en parler de tout ça. Donc, du fait qu'on y va lot par lot, on
pour chaque projet qu'on peut prendre, typiquement, ça peut être entre 1 et 4 mois à préparer les plans d'architecture, structure mécanique, peu importe la discipline qui est requise. Ensuite, on demande des soumissions à des entrepreneurs qui peut être, disons, juste pour la toiture. Quand les plans de devis, là, on est en train d'amorcer les plans de devis pour la toiture. Puis on peut phaser déjà les travaux. Si on sait qu'on ne le fait pas tous cette année, de raison de temps, de raison budgétaire, on peut quand même aller en soumission et demander aux gens, regardez, on fait telle portion de toiture avec des plans d'architectes qui sont les plus urgents pour cette année. Puis il nous fait le prix pour compléter l'année prochaine. Mais nous, on peut déjà avancer et demander notre prix. Quand arrive le printemps prochain, on espère que les autres tranches financières sont disponibles, puis on peut dire, voilà, maintenant, on passe à la deuxième phase. Dans la maçonnerie, c'est la même chose. Comme on disait tantôt, on peut faire une façade, un autre, puis aller comme ça. Donc, l'idée, c'est de suivre les budgets qui sont disponibles au fur et à mesure, et d'avoir une méthode flexible. Juste pour vous donner une idée, ce qui s'est fait jusqu'à ce jour, puis il y en manque encore 3-4 en gérance de construction, ça a tout été comme je vous disais, c'est tous des lots distincts de travaux. Là. Mais à un moment donné, il fallait vider devant l'église, et en bas et en haut. Fait qu'on a embauché un déménageur juste pour faire ça. Si moi, j'ai demandé à 2 déménageurs, il faut nous vider la place. Ensuite, il fallait protéger les arbres. Donc, tous les arbres ont été plastifiés. Ça, c'est demandé à Casalan ici, à Seigneur Jésus, de venir tout protéger les tubes qui sont tous enveloppés dans les plastiques. On a sécurisé le plafond. On en parlait tantôt, des espèces de Spider-Man qui sont venus, des gens qui font de l'escalade avec une nacelle, parce qu'il y a soin de tirer les airs. Moi, je ne serais pas allé attacher le filet. Donc, on a fait ça. On a acheté des échafaudages déjà pour en faire l'installation. Marius disait que ça coûte très cher, l'échafaudage. C'est exact. Puis, si on avait sorti un droit général, l'archevêché ne aurait pas eu à se préoccuper de les acheter. Il aurait dit un droit général, un contrat de 6 millions de dollars, ben, fournit ce qu'il faut en échafaud, en ci, en ça. Mais comme on évolue au par l'eau, puis je pense qu'on a fait des travaux pour pas mal de mois, pas dire d'années. Ben, on va les acheter parce que les louer, c'est même plus cher que les acheter. On a fait donc on a commencé à réparer le toit. C'est bien d'avoir un laser, mais juste pointer comme ça sans allumer la lumière. Donc, l'allumement d'amiante, on a fait tout le setup qu'il fallait en haut, les plans ont commencé. Il y a un mandat qui a été donné pour restaurer la grosse toile du Père éternel. Tout le projet de sous-sol est en train de se faire aussi en parallèle, puis on va suivre le reste. Bonsoir. Comme François a expliqué tantôt, la branche de construction, ça fait en sorte qu'il y a plusieurs entrepreneurs sur un chantier de construction. Donc, le propriétaire devient naturellement le maître d'œuvre. Et donc, selon la loi, on doit déterminer qui est le maître d'œuvre. Ici, on le sait, c'est l'archevêché. Et pour ça, quand on fait la maîtrise d'œuvre, c'est pour avoir une approche globale en matière de santé et sécurité et d'assurer la protection de tous les travailleurs et du public en tout temps. Donc, sachant qu'on voit tous ces problèmes structurels de l'Église, ben, on doit prendre une responsabilité envers tout ça. Et ça demande des méthodes de travail bien spécifiques dans toutes les choses qu'on fait, genre comme l'amiante, ou comme quand on va faire la défection de la façade, des échafaudages, ça prend tout le temps une méthode de travail bien spécifique. Donc, quand on fait la maîtrise d'œuvre, la raison pour laquelle c'est de faire preuve de diligence raisonnable. Et donc, la diligence, c'est une définition. C'est avons-nous pris toutes les précautions pour prévenir l'effraction et fait tout le nécessaire pour le bon fonctionnement des mesures préventives. Donc, la diligence raisonnable se divise entre le devoir, la prévoyance, l'efficacité et l'autorité. Donc, quand on parle de prévoyance, c'est d'identifier tous les risques en examinant les travaux à venir, donc de travailler tout le temps en amont et de ne pas retarder les travaux au fur et à mesure qu'on travaille. Deuxième point, c'est de déterminer les moyens pour contrôler chaque risque. Donc, chaque risque est analysé et là, on met une méthode de travail en place pour éviter tout ça de problèmes. L'efficacité, c'est de mettre en œuvre les moyens de contrôle des risques et les obligations du maître d'œuvre sont les suivants. Donc, les conformités au niveau des équipements individuels pour les travailleurs. La formation pour la CSST, ils ont comme 5, dans leur plan d'action, il y a 5 types de travail que c'est de l'homme zéro. Et un de ces 5-là, c'est les travaux longtemps
l'amiante, pour chacun des travaux, il faut aller en formation. Donc, on s'assure que les travailleurs qui rentrent ici ont fait la formation nécessaire pour faire le genre de travail. La supervision des travaux, les méthodes de travail conformes, c'est moi qui s'assure que les méthodes de travail qui sont en place sont conformes selon le règlement des lois. Et le respect du programme de prévention cadre que j'ai préparé et que Alain a signé. Et je m'assure que tous les entrepreneurs qui vont venir sur le chantier pour travailler, qui s'engagent au règlement de l'archevêché. C'est-à-dire que tu rentres chez nous et tu sais comment tu vas travailler. J'ai un lettre d'engagement à chaque fois qu'on introduit des nouveaux entrepreneurs. Autorité de cette tolérance zéro, faire selon le respect des consignes, et ça c'est pour tous. On imposera des sanctions. Donc, on avertit ceux qui font des choses qui sont cloches. On peut arrêter les travaux en tout temps si ça ne fonctionne pas, selon la méthode qu'on a mis en place. Si ce n'est pas respecté, ben, on va arrêter les travaux. Sinon, si on ne les écoute pas, ben, c'est une exploitation de chantier pour eux. Alors aussi, on va revenir au niveau de l'échéancier. On disait tantôt qu'on a commencé à l'automne 2013, les travaux juste avant l'hiver, ce qui était évident de faire dans le peu de laps de temps. Les carnets de santé ont débuté en janvier. On les a remis environ un mois. Maintenant, Monsieur Lépine et toute son équipe sont en train de démarrer une campagne de financement pour voir la restauration de tout ça. On a un autre projet aussi, on va parler en pas long, qui est de réaménager tout le sol pour créer une vie communautaire dans l'église. Et puis, ce qui est prévu, c'est de réouvrir l'église pour Noël qui vient. Donc, c'est un gros combat de combat. Je vous dirais, la vérité, c'est qu'on pensait à Noël passé, quand on nous a appelé, en fait, on nous a demandé si c'était possible pour Noël passé, quand on a été appelé au mois de septembre. On a dit ça va probablement être Pâques. Puis en janvier, on s'est dit que pensez-vous de Pâques l'année prochaine? Puis là, à un moment donné, Alain s'est choqué, puis il a dit qu'il faudrait que ce soit Noël. Fait qu'on s'est entendu pour Noël. Là, ce qu'on va voir tantôt en haut, donc c'est ce qu'on fait depuis mars dernier. Donc, c'est toute la classe. Ce qu'on a fait, c'est que pendant que le Père éternel est parti de la restauration, on a commencé du côté du jubé de l'église, puis la nef. Puis quand tout ça va être terminé, on va déplacer tout ce qui est d'échafaudage dans le blanc. Le Père éternel va revenir, et puis on va réparer tout le corps qui est là, puis on va pouvoir le fixer. Et le tout pour Noël. Par contre, c'est sûr qu'on ne fera pas toutes les réparations de plâtre qui sont prévues pour cette année. Il va en rester l'année prochaine, c'est sûr. C'est un travail de moine, mais je pense que c'est le cas. J'ai vu tantôt c'est découpé là, au pouce carré, là, où c'est endommagé, d'enlever toute la plâtre, de reboucher ça avec du nouveau cadre. Ensuite, ils viennent peinturer, ils mettent un fini illustré. Ensuite, les peintres viennent repeindre ça. Puis, il y a beaucoup de pochoirs au plafond aussi qu'il faut réimiter. Il y a tout un travail colossal qui est à faire. C'est ce qu'on va aller voir tantôt. Donc, ce qu'on disait, évidemment, je ne serais pas invité à monter jusqu'en haut, là, mais en haut, c'est presque la grandeur du terrain de football. Là, je me plais à dire, c'est toute la nef plus le jubé. Ça communique même, les planchers communiquent. C'est-à-dire que si les gens peuvent prendre des escaliers dans le jubé, puis l'escalier qui est ici, c'est un escalier vertical pour les employés qui sont en milieu contaminé à l'amiante. Mais si vous pouvez monter de chaque côté, puis ça se rejoint tout sur le plancher de travail qui est en haut. Puis en haut, ben, on a compartimenté la section qui est toute en toile orange. Alors, ils travaillent là-dedans. Pendant qu'ils travaillent ça, on va nous montrer une autre section qui est tout encapsulée aussi, mais dans laquelle il n'y a pas de travaux. Dès qu'ils ont fini, les gens qui défont le plâtre en amiante vont pouvoir travailler dans la deuxième section. Pendant que les gens, là, ils ne sont pas en condition d'amiante parce qu'on les a plus touchés, là, ils vont refaire le nouveau plâtre, ils vont pouvoir peinturer, puis peindre et tout restaurer. Donc, on se met deux sections de travail, peut-être même avant une troisième section. Donc, c'est comme ça qu'on travaille. C'est ce que j'expliquais tantôt. Donc, le travail en haut, il descend ici. Là, il y a un sale, s'il enlève leur linge, il y a une douche, puis il est sorti, puis à partir de là, il peut s'en aller chez eux. Mais ici, il y a même une section qui est un atelier, parce qu'il y a beaucoup de moulures de plâtre qui sont unies. Évidemment, ça remonte à des années dont on parlait. Donc, s'il faut qu'il change une grosse section de plâtre, ben, ils découpent le morceau de plâtre, ça vient en bas, c'est un plâtre qui est contaminé à l'amiante. Ils vont remouler par-dessus la pièce existante pour se faire un moule. Une fois qu'il y a le moule, ben là, ils
prendre du plâtre, il ne va pas sortir de là, parce que c'est en amène, il va être content. Il va s'en aller dans la technique, vous allez voir qu'il est plus ici, qui est à l'aile ouverte, puis là, il fait du plâtre neuf, qui n'a plus d'amène dedans, évidemment. Et puis avec son moule qui va être fait là-dedans, il va pouvoir remouler les pièces. Et il y en a des quantités incroyables partout, là, il y en a partout. Puis il y a beaucoup de motifs différents. Donc c'est tout un travail d'expert. L'aménagement du sol, c'est l'autre travail, c'est un autre lot qui est complètement séparé. Ce qu'on veut, c'est faire une grande salle multifonctionnelle qui est juste ici à côté. Donc, pouvoir la restaurer, faire des nouvelles salles de la catéchèse de l'Union. On est dans une de ceux-là. Il y en aurait 2 ou 3 qui sont aménagés ici. Toutes les toilettes qui sont complètement désuètes et dans lesquelles il y a des dégâts d'eau, c'est contaminé au fongé. Principalement la contamination à part des toilettes à l'autre bout. Tout ça va être fait. Et puis, il y a un centre qui s'appelle la Résolidaire, qui est un centre de services et activités pour les personnes aînées, dans lequel il y aura une cuisine toute neuve, on en vient d'aménager, et puis des nouveaux bureaux. Donc, eux, ils vont déménager d'où ils sont présentement pour s'en venir ici. Il y aura des bureaux, on va voir maintenant sur la prochaine photo. Donc, nouvelle cuisine, nouveau bureau. La semaine prochaine, si tout va bien, on en reparle à Alain, puis on a reçu une soumission pour faire la démolition, la décontamination ici. Juste ça, c'est un lot, quand on parlait de gérance de construction, c'est un lot qui est fait en parallèle. Alors déjà, les plans et devis pour aller en démolition, décontamination, ça fait 2 mois qu'on travaille là-dessus. Pendant qu'ils vont travailler sur la démolition, on en a jusqu'au mois de juillet. L'architecte finit d'aménager le sous-sol, puis de faire ses plans de devis. Nous, en mécanique électrique, c'est ce que ça permet aussi de faire avec les échéanciers courts qu'on a, c'est que par le temps qu'il y en a qui est démoli dans un contrat, nous on avance, ensuite on va en solution pour un autre qui lui va construire. Tout ça, c'est une bonne logistique, là, mais on aime ça. Donc, plan finaux, je disais mi-juin, puis construction pour livrer à Résolidaire au mois de novembre, ce qui est aussi à la Noël. Donc, voici le plan. Donc, présentement, on est de l'autre côté ici. Dans la salle où on est à peu près ici. Appelez les morts. Appelez les morts. Non, c'est surtout que je vous toujours une lumière. La façade d'église est ici. C'est merveilleux quand on s'en sert. Donc la façade ici, c'est tous les îlots de toilettes qu'on va faire. Les réseaux solidaires, leur entrée se prépare ici. Ça, c'est tous leurs bureaux de réception, les bureaux des entreprises et des employés. La cuisine sera aménagée ici. C'est un local d'entretien qu'on garde. C'est des salles de réunion où on est présentement. Ici, il y a des tables que quand les personnes viennent profiter de leur repas, elles peuvent s'installer ici. Puis, il nous reste toute cette salle-là, combinée aussi à cette section-là, selon les événements qui pourraient avoir lieu tout seul, qui ont besoin d'une portion de la salle, qui ont besoin de toute la salle. Il peut y avoir des projections qui se font de ce côté-ci sur le mur, si on veut mettre un écran ou quelque chose, ou de l'autre côté. C'est ce qu'on appelle la grande salle dysfonctionnelle. C'est sûr que ça remettrait au bout du jour là, tout le sous-sol au complet ici, là, qui serait selon les nouvelles normes d'hygiène et de fonctionnalité d'aujourd'hui. Tu parlais des toilettes. L'ascenseur, c'est où? Il y avait un ascenseur prévu ici. C'est toute une question pour les législations ici, puis le budget. C'est là qu'on y arrive. On a prévu l'espace, mais le budget n'a pas là pour l'instant. En tout cas, on n'a pas priorisé. On est en train de voir de tout faire, même probablement passer la dalle, tout prévoir d'avance. Puis c'est pas un ascenseur qu'on a dans des édifices à bureaux de 15 étages, c'est plutôt des. C'est quoi le mot? Plateforme élévatrice. Une plateforme élévatrice. C'est comme un ascenseur qui arrive, on fait juste installer dans un espace, le cylindre est en dessous, puis c'est fait exprès pour ça. Mais c'est pas comme l'ascenseur. Peut-être le lien avec l'imposant de la toilette avec l'utilisation de la nef qui pourrait être conservée à l'ordre. C'est pour ça qu'il y a autant de problèmes. Oui, c'est sûr que quand il y aura des événements, c'est l'ordre Casaran aussi qui avait été mis à niveau à l'époque, l'église a fermé, c'est sûr qu'il n'est pas servi beaucoup. Mais dans un cadre qu'on veut rouvrir l'église, puis cet ordre-là pour avoir des spectacles, alors s'il y a 500 ou 800 ou 1000 personnes qui viennent ici, c'est pour ça qu'on a aménagé les toilettes pour pouvoir accommoder la foule pour avoir au-dessus. On a le projet de voiture aussi, c'est comme prévu faire une phase cette année, une première phase, puis une deuxième phase l'année prochaine. Et puis la suite des travaux, comme on vous disait tantôt, il y a une zone de 5 ans, donc on va maximum jusqu'à 2018.